Bonjour et bienvenue à l'Institut de Liberté pour cette émission un peu spéciale de réaction semi à chaud sur le monde un petit peu financier que nous sommes en train de vivre. Alors pourquoi cette émission spéciale ? Parce que comme nous, vous aurez, je pense, entendu pas mal de bêtises sur les médias mainstream et même sur les autres depuis quelques jours parce que les décisions de Donald Trump de ces fameux tarifs, d'imposer des droits de douane ci et là, bien qu'il l'avait annoncé en amont et que les gens l'aient élu pour cela, ça a l'air de surprendre beaucoup la masse qu'enfin un président fasse ce qu'il avait annoncé. Il faut dire que ça faisait longtemps. Où va-t-on ? Qu'est-ce que c'est que ces manières ? On ne nous avait pas prévenu. Donc évidemment, ça en a surpris plus d'un. Et ça donne lieu donc depuis mercredi. Jeudi, ça a commencé à tanguer. Vendredi, je crois qu'on a tous éteint les ordinateurs. On est parti faire un golf. Personnellement, on s'est payé des glaces, des affogatos avec du café dessus. Il y a des moments, vous savez, c'est ce que disait Warren Buffett, il y a des moments où il faut décider d'aller au cinéma. Voilà. Parce que quand les marchés sont en train de faire des trucs dans tous les sens, on va au cinéma, comme ça, on ne fait pas de bêtises. Et surtout, ce qu'il y a eu d'assez redoutable depuis quelques jours, c'est la somme de commentaires stupides qui, ci et là, égrènent toujours le même poncif que sont les heures, bien sûr, les plus noires de notre histoire, mais au-delà de ça, que nous sommes revenus dans les affres de la Grande Dépression, que c'est Hoover et Roosevelt ensemble, que oui, bien sûr, la hausse des droits de douane va amener une destruction monétaire, qu'on va donc se retrouver avec une inflation galopante, avec en même temps une désinflation, enfin tout le monde mélange tout, c'est une catastrophe. Alors j'ai pensé qu'aujourd'hui, pour ça, Charles allait nous refaire une petite explication de fond pour essayer de vous remettre les idées en place. Et ensuite, si vous êtes sage, en deuxième partie, on vous donnera l'explication des faits. Voilà, et peut-être ce qu'il faut faire aussi. Mais je vais commencer par... j'ai été interviewé par CNews, et puis apparemment ça tourne partout. Je ne sais pas pourquoi ce que j'ai dit n'avait rien de spécial, mais peut-être pour les lecteurs, les auditeurs de CNews, c'était un peu étonnant. Et je voudrais faire une remarque sur la notion d'économiste, parce que j'ai vu des gens qui me traitent partout que je ne suis pas un économiste. Alors, partout, c'était Nicolas Dose, Gilles Raveau et un monsieur que je ne connais pas. Je ne suis pas un économiste. Alors, je tiens à dire que donc, j'ai passé ce qu'on appelle un DESS d'économiste, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus qu'à écrire ma thèse, mais j'ai eu la flemme de la faire, j'ai été travailler dans le vrai monde. J'ai fait Sciences Po Toulouse et j'ai eu aussi une business school aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne le diplôme, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. Mais surtout, je voudrais faire une différence essentielle. C'est quand je jouais au tennis, il y avait deux sortes de joueurs de tennis. Il y avait les professeurs de tennis qui donnaient des leçons à la fille du notaire, donc qui étaient professeurs, qui étaient payés parce qu'ils étaient professeurs. Et puis, il y avait les gars qui allaient dans les tournois et qui essayaient de gagner les prix que donnait le tournoi. À l'époque, c'était 500 francs, 1000 francs. On se battait comme des chiens pour 500 ou 1000 francs, mais c'était bien, d'ailleurs. Et ça, c'est... Donc, moi, j'ai toujours été... Tu as dit 1000 francs, c'était de l'argent à l'époque. Oui, c'était de l'argent. Donc, j'essaye de dire, c'est quand je juge d'un économiste, je cherche à comprendre qui le paye. Si c'est l'État, s'il est professeur... ce qu'il dit m'intéresse très peu. Il y a assez peu d'esprits très originaux, il y en a qu'il y a eu quelques-uns. Mais ça fait un siècle qu'il n'y en a plus. Non, ils étaient nous il y a un siècle. Mais, donc tous les gars qui sont payés par le secteur public, ils ne m'intéressent pas parce que... Et Sandrine Rousseau. Il dit, ou beaucoup de professeurs d'économie, si vous voulez, qui gueulent contre le monopole, par exemple, ils ont un monopole d'enseignement de l'économie en France. Donc je me dis, ils sont quand même bizarres ces gars-là. La deuxième chose, c'est si vous allez comme ça avec votre crayon et que vous allez voir les gens en leur disant, voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe dans l'économie et que vous êtes payé par les clients, vous vivez en risque. Et moi, ça fait 50 ans que je vis en risque. Donc, je me considère comme un économiste et les autres comme des professeurs d'économie. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y en a un qui vit en risque et l'autre qui vit avec des petites chaussons de feutre, tu sais, qui font pas de bruit. Et comme ça, celui qui est payé par l'État ne doit pas fâcher l'État. On a dans la famille, mais on vous l'a déjà raconté, aussi une métaphore avec les eating sardines et les trading sardines. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, donc moi, j'essaye de travailler dans le vrai monde, pas dans le monde des modèles.
Et bon, donc ça c'est un point important, c'est que je suis un professionnel d'économie. Je ne suis pas un professeur d'économie. Ça n'a rien à voir parce que si je me trompe, je ne mange pas. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai été au tennis, j'allais bouffer des beignets sur la plage quand j'étais battu au deuxième tour. Bon, ça c'était emmerdant. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer de rappeler ça dans un contexte un peu historique. On vous a expliqué ici à plusieurs reprises qu'on arrivait à la fin de l'Empire américain. Qui était un empire. Et un empire, par définition, ça n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'il essaye de pousser ses frontières ici, si ça résiste. Enfin bref, ça n'a pas de frontières. Ça a vocation à se développer toujours. Et ça fait une différence essentielle avec l'État-nation qui, lui, a des frontières, a des intérêts, etc. L'Empire, il a des gens qui travaillent pour lui à l'extérieur. C'est une notion beaucoup plus diffuse politiquement. Donc, Trump a pris la décision, pour des tas de raisons que j'ai longuement expliquées ici, de faire passer les États-Unis d'un empire à un État-nation. Et je vous renvoie pour ce faire à un article que Charles a commis il y a 3 semaines sur la forteresse américaine que vous trouverez sur notre site de l'Institut des Libertés. Il veut trouver. Donc, si vous êtes un empire, dans le fond, que l'acier soit fait, je ne sais pas où, en Inde, ou qu'il soit fait aux États-Unis, ça n'a aucune importance. Parce que vous contrôlez l'empire, et en général, vous contrôlez la mer. Donc, vous contrôlez les transactions. Donc, l'endroit où physiquement la production a lieu, la production de biens, n'a pas d'importance. Et puis là, lors du dernier conflit, Trump s'est rendu compte qu'il ne faisait plus d'acier, ou quasiment plus. Donc, c'est difficile, si tu as un conflit avec la Russie, qui est l'artillerie la plus puissante du monde, de ne pas avoir d'obus. Parce que malheureusement, les opus, ça utilise de l'acier. Et il s'est rendu compte comme ça, d'un tas de trous, il ne fait plus de bateaux. Donc comment tu contrôles la mer si tu n'envoies pas des bateaux pour envoyer ? Donc il s'est dit, il faut, puisque je vais devenir un État-nation, il faut que je protège, que je réamène dans ma nation tous les instruments qui me permettront de défendre cette nation. Donc Et vous avez 2 sortes de produits. Vous avez les services. Par exemple, les services informatiques, ça vous en foutez, oui, c'est pas ça qui va vous aider à vous défendre, peut-être, mais pas vraiment. Et puis, les tanks, les camions, tous les trucs, si ça tombe sur le pied, ça te fait mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les trucs... très concrets. C'est un truc très concret. Et les États-Unis, en particulier parce qu'ils étaient monnaie de réserve, donc ils n'avaient pas besoin d'avoir tout ça à la maison, ils pouvaient l'acheter en donnant des billets verts. Les États-Unis avaient complètement perdu leur industrie, quoi. Pratiquement, ils ne faisaient plus rien. Leur voiture s'était fait au Mexique, au Canada, pour des raisons. Donc, Trump a pris la décision de rapatrier l'industrie. Parce qu'il veut retransformer les États-Unis en ce qu'ils étaient au 19e, un État-nation. Je vais me faire l'avocat du diable au fur et à mesure de cette démonstration. On avait externalisé ces choses-là parce que le coût du travail était moindre et c'est pour ça qu'on l'avait mis en Asie. Alors, comment vont-ils réussir à refaire qui des voitures, qui des tanks et ainsi de suite avec un coût du travail qui, certes, n'est pas au SMIC aux États-Unis, mais quand même est plus haut que... Ça va être les robots. Que le robot soit en Chine, que le robot soit aux États-Unis, il ne coûte pas plus cher. Hein. Oui, si c'est un robot, mais... Ça va être beaucoup des robots, quoi. C'est-à-dire que c'est une... Et la matière première, alors ? La matière première, ils en ont partout, et c'est pour ça qu'ils ont un intérêt considérable pour le Canada. C'est parce que si tu vas gratter par là-haut, il y en a des matières premières. Hein. Il y a toute l'eau du monde, il y a tout ce que tu veux. Le Canada... Parce que la Chine a l'air en ce moment de dire mes métaux précieux, vous en aurez pas, c'est fini pour vous. Mais par contre, la Russie a plein de métaux précieux, et si on cherchait des métaux rares, si on va gratter un petit peu au Canada, je suis sûr qu'on en trouve partout aussi. Et il y en a aussi sans doute au Mexique. Donc il y en a beaucoup probablement dans les déserts du côté des États-Unis aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'ils les cherchent. Il y en a en Ukraine aussi. Il y en a beaucoup. En fait, ces métaux rares, ils sont pas si rares que ça, mais on les a pas. L'embêtant, c'est ils sont rares si toi t'en as pas. Voilà, si toi t'en as pas, mais il faut surtout les chercher et les trouver. Et c'est surtout très sale. Du point de vue écolo, c'est très embêtant parce que c'est très très sale. Donc ça gêne pas trop les Chinois. Donc les Américains préfèrent que ce soit les Chinois qui foutent en l'air leur nature, mais il y a peut-être des moments où ils devront le faire à la maison. Donc, les États-Unis décident, donc pour faire ça, alors ils avaient une structure
des droits de douane des Américains qui étaient un peu particulières, qui étaient la conséquence de l'Empire, c'est que ils mettaient pas de droits de douane ou peu de droits de douane sur ce qui arrivait de l'extérieur, de leur empire, en quelque sorte, des pays. Et dans le fond, ils s'en foutaient que les autres mettent des droits de douane élevés sur les produits américains. Donc, par exemple, il n'y avait quasiment pas de droits de douane sur les voitures coréennes, mais si les Américains voulaient exporter des voitures en Corée, il y avait des droits de douane à 85%. Je ne vois pas pourquoi les Coréens achèteraient des voitures qui n'étaient pas bonnes, mais en même temps, ça ne forçait pas les Américains, les autoproducteurs, à essayer de faire des voitures pour l'étranger, parce que, puisque de toute façon, ils ne les vendraient pas. Donc, l'un des arguments de Trump, c'est de dire, écoutez, si ça vous fait rien, on va mettre les droits de douane au même niveau des deux côtés. Ce qui attire l'attention des gens, parce que d'un seul coup, ça change tout. Bon. Et ça permet aussi aux États-Unis, comme j'ai essayé de le montrer à plusieurs reprises dans ces émissions, comme il y a un certain nombre de sociétés qui ne payaient pas d'impôts à cause de l'Irlande, ou à cause de sortes de paradis fiscaux, d'optimisation fiscale qu'ils avaient mis en point, qui étaient légales, mais illégitimes. Il faut dire telles qu'elles sont. Donc, les droits de douane, ça permet, par exemple, de taxer Apple d'un seul coup. Mais bon. Alors maintenant, essayons de se placer dans le monde où les États-Unis font ça. Donc, ils montent leurs droits de douane. Alors, moment, cri d'orfraie des ateliers de ce monde qui n'ont jamais rien compris à l'économie. S'ils disent ça va nous amener à 1929-1930. Alors, ils nous disent qu'il va y avoir une contraction incroyable du commerce. Il va y avoir, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il n'y a pas de destruction d'établissements financiers, il nous explique qu'il va y avoir une destruction monétaire. Et il nous explique qu'en gros, on va rentrer dans une immense récession mondiale. Ça serait bien la première fois qu'Attali aurait raison, et je vois pourquoi il n'aura pas raison. Pour une raison très simple, c'est qu'il confond avec les années 1929-1930. Dans les années 30, on était en étalon or. C'est-à-dire que si tu vendais moins à l'étranger que tu n'achetais de l'étranger, tu devrais en contrepartie envoyer de l'or. Donc ce que les Américains ont essayé de faire en mettant des droits de douane dans les années 29-30, c'était d'empêcher leur or de sortir, en mettant des droits de douane pour empêcher les autres de vendre. Et donc les autres qui avaient besoin de vendre parce qu'ils n'avaient pas d'or, comme l'Allemagne par exemple, ils se sont retrouvés avec une absence d'or, et du coup leur économie s'est contractée puisqu'il n'y avait pas de pognon. Tu vois, il y avait une vraie contraction. Donc le vrai problème qu'on avait dans les années 30, c'est que le système de règlement des différences s'était fondé sur l'or, et qu'il n'y en avait pas assez. Aujourd'hui, il est fondé sur le dollar, et il y en a trop. Donc, je ne vois pas pourquoi, tu vois ce que je veux dire, ça détruit le fait que la Chine vendra moins aux États-Unis, ne détruit pas le fait qu'elle a plein de dollars, quoi. Qu'elle peut acheter autre chose avec. Et on a vu qu'il y avait en plus des réserves de dollars incroyables en Asie. En Asie, il y a 5 000 milliards de dollars qui sont là, qui sont là et qui font rien. Qui font rien, qui sont dans la moitié sont à Hong Kong. Donc, ça prouve qu'il ne comprend pas très bien le phénomène de monnaie, mais c'est pas rare, parce que la plupart des gens ne comprennent pas le phénomène de monnaie. Donc, pourquoi aussi ça s'est passé, c'est que, comme il y a eu une récession aux États-Unis, et qu'il y avait eu une spéculation considérable à Wall Street, il y a toute une série de banques qui ont sauté. Oui. À l'époque, c'était un vrai carnage bancaire. Et que la Réserve fédérale... Il y a eu 8000 banques qui ont sauté. C'était effrayant. Donc les gens qui ont perdu leurs dépôts. Et quand une banque saute, il y a toute la masse monétaire, toute l'agrégat. Tous les dépôts disparaissent. Bam. Bam. Et donc la Réserve fédérale, qui était une série d'incompétents complets, d'ailleurs, déjà à l'époque, ils ont laissé ça se passer tranquillement. Ils ont laissé le système bancaire imploser. Donc, c'est ce qu'a montré Milton Friedman, la masse monétaire a diminué d'1 tiers aux États-Unis. Mais ça va pas se passer. Non. Il n'y aura pas de contraction bancaire, il n'y aura pas de faillite bancaire, il n'y aura pas de... Il n'y a aucune faillite bancaire en ce moment. Il n'y a aucune, au contraire. Donc, comparer les années 20 et aujourd'hui, je sais pas, c'est comme de comparer une bicyclette à une fusée, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est dire que la bicyclette est tombée, ça ne veut pas dire que la fusée va tomber. Tu vois ce que je veux dire ? C'est complètement idiot. C'est une comparaison historique qui n'a rien à voir avec la réalité. Bon, donc il ne va pas y avoir de truc. Qu'est-ce qui va se passer ? Essayons de réfléchir 2 minutes. Cette panique financière a déclenché, par exemple,
une baisse assez profonde du prix du pétrole. On est passé de 70 à 60. Alors ça, c'est une très bonne question, parce que beaucoup de gens disent, mais enfin, pourquoi et du coup disent, c'est bien un signe qu'on anticipe une récession parce que le pétrole chute, et on sait que l'économie étant de l'énergie transformée, c'est bien la preuve qu'il va y avoir une récession, puisque le prix du pétrole baisse. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les marchés financiers, que je pratique depuis 50 ans, il y a dû avoir, 6 ou 7 récessions à tout péter, et ils m'en ont annoncé 25. C'est-à-dire que toutes les récessions ont été annoncées par les marchés financiers, mais elles m'en ont annoncé des tas qui n'ont pas eu lieu. Donc le fait que le marché financier se pète la gueule, comme il s'était pété la gueule en 87, tout le monde m'expliquait que ça allait être la fin du monde, que c'était la dépression arrivée, etc. Finalement, il ne s'était rien passé du tout. Donc, je connais plein de cas dans l'histoire où le marché s'est pété la gueule, et puis vous dites, mon Dieu, c'est la fin du monde. Les journalistes sautent dessus. Les journalistes ne s'intéressent au marché financier que quand ils se pètent la gueule. Oui, bien sûr. Et alors, on est tous surpris. Enfin, la fin du capitalisme arrive. Voilà. Et on est tous surpris de recevoir des gens qui veulent des interviews dans la minute, parce qu'effectivement, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Et il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice, d'ailleurs, c'est que le marché est très doué pour auto-paniquer. Donc, les trucs s'emballent. Ensuite, on sait bien, et ça c'est très souvent, que quand il y a un emballement sur les marchés, les gens qui ont pris ce qu'on appelle des appels de marge vendent non pas ce qu'ils doivent, mais ce qu'ils peuvent. Alors quelquefois, il y a des mouvements qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que ta monnaie s'envole ça ? En plus, avec l'indexation qu'il y a, vous achetez un indice. Donc dans l'indice, vous allez avoir 10% de valeur pétrolière. Et puis le reste, les valeurs technologiques se pètent la gueule, pour des raisons tout à fait évidentes que je vais essayer d'expliquer. Bon. Mais si vous avez acheté l'indice, donc vous vendez l'indice, donc l'indice, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vendre ces valeurs technologiques qu'il faut vendre, mais il va vous vendre aussi les valeurs pétrolières qui n'ont rien à voir avec l'achat public. Du coup, il va vous vendre Exxon, et on se dit, mais pourquoi j'ai perdu 30% sur Exxon ? Et on se dit, mais oulala. Alors qu'il faut racheter. Alors, c'est bien la preuve que c'est la récession, alors que c'est le truc qui s'auto-nourrit. Donc vous avez des tas de phénomènes en boucle comme ça. Et, ça, c'est la réalité du marché, et c'est ça... Ce que je me tue à dire aux gens, c'est ça qui donne des opportunités. C'est quand le marché fait des bêtises que vous regardez ça, et si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça a baissé, comme ça a baissé, vous en achetez. Et moi, j'ai un de mes copains qui dit toujours, à partir du moment où les Keynésiens me disent que 1929 arrive à nouveau, à chaque fois j'achète. C'est un signal qui ne rate pas. Parce que quand les Keynésiens vous disent ça, ça veut dire qu'ils trouvent que l'État n'intervient pas assez, qui devrait empêcher ce genre de truc. Mais non, si l'État empêche le nettoyage, on se retrouve avec la situation de la France, où ça fait des années qu'on empêche le nettoyage, et donc on se retrouve avec plus d'entrepreneurs et que des fonctionnaires. Et ça marche pas non plus. Donc, si je le dis toujours en plaisantant, dès le moment où les marchés se pètent à baisser, ça redevient intéressant. C'est là ce que dit Warren Buffett, que j'aime beaucoup. Il dit « À quoi sert un marché baissier ? À retourner le capital à ses propriétaires légitimes. » C'est pas exactement ça. Donc, c'est à vous de vous positionner dans « Je suis un propriétaire légitime. Maintenant, je vais recommencer à regarder avec mon petit machin pour filtrer, là. Et je vais voir mon petit ami, là. Et je vais voir ce qui passe et ce que je devrais avoir, quoi. Mais c'est le moment, quoi. C'est le moment où ce métier devient intéressant. Je vais pouvoir... Alors, ça a l'air d'être un pilleur d'épave, mais pas du tout. Alors, revenons maintenant sur véritablement l'analyse de ce qui s'est passé pour toi et ce qui est toujours en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y avait jusqu'à maintenant quand même une survalorisation sur les marchés depuis un moment, depuis 2 ans, 3 ans. Un peu spécifique sur certaines valeurs. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire, c'est, pour revenir à l'idée de l'Empire et l'idée de l'État-nation, c'est que les valeurs de l'Empire aux États-Unis étaient quand même étaient montées très très fort, elles étaient très surcotées. Et les valeurs C'est-à-dire, on arrivait à se demander, est-ce que c'est l'exception américaine qui tire les Magnificent Seven, ou est-ce que c'est les Magnificent Seven qui sont l'exception américaine ? Mais tu ne pouvais pas dire l'exception américaine et dire je ne veux plus être un empire. C'est parce que s'il y a un empire, l'empire avait été bâti sur l'exception américaine. Donc dire qu'on passe à l'État-nation, c'est dire l'empire n'existe plus. Donc, il y avait donc une espèce de contradiction dans la réalité entre la façon dont le marché parlait de l'Empire et ce qu'on voyait dans la réalité, c'est-à-dire qu'il retournait à l'État-nation. Donc je disais, les valeurs de technologie, moi... Et là, je peux vous montrer le premier graphique. Un seul, d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé.
Vous voyez, c'est donc la rentabilité d'un portefeuille composé de 5 valeurs de technologie depuis 1 an. Vous avez Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft et Meta. Bon, on se retrouve au niveau d'il y a 1 an. Et ce que je dis toujours en rigolant, c'est que les hausses prennent l'escalier et les baisses prennent l'ascenseur. Vous voyez, c'est-à-dire vous avez perdu en 1 mois et demi ce que vous aviez péniblement gagné en 6 mois et demi. Et c'est ça qui est tuant dans ce métier, parce que vous dites, maintenant, moi je suis content, j'ai gagné assez d'argent. Je sors, allez, vous dites ça, je sais pas, quelque part, il y a 1 an, mettons, vous êtes à 115, vous dites, j'ai bien gagné ma vie. Quand c'est à 130, 6 ou 9 mois après, vous avez vraiment l'air vous vous dites vraiment, je n'étais pas bon sur ce coup-là. Et puis en l'espace de 6 semaines, vous avez raison. Donc, ce métier, ça consiste à être malheureux 80% du temps et avec des grandes bouffées de bonheur. Quand tu commences à avoir raison, tu vois, mais elles ne durent jamais. C'est des shoots, mais... Et des bouffées de bonheur, pas parce que tu as fait bien, parce que les autres se sont plantés. Et que toi, t'étais sorti avant. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. C'est pas le tout d'échouer. C'est pas le tout de réussir dans la vie. Il faut encore que ses amis échouent. Voilà. Donc j'essaie de dire, ça se passe. Mais alors, du coup, il y a des tas de valeurs pour lesquelles ça ne devrait pas se passer. Ça s'est passé pareil, dont Exxon ou des trucs comme ça. Oui, donc c'est là pour les raisons qu'on a expliquées. Donc il faut bien faire à ce moment-là. Et celles-là, elles n'ont probablement pas fini de baisser parce que. Mais les Exxon et tout, c'est peut-être le moment où il faut les acheter. Donc ça va être une des choses dont on devrait discuter. Donc ce qui s'est passé, c'est que Trump est en train de suivre une politique qui est de rebâtir l'industrie du pays. Mmh. Et il a son gros problème, c'est qu'il n'a pas un sou. Mmh. Donc il se dit, ce que je vais faire, c'est que les gens qui veulent vendre aux États-Unis, je vais leur dire, il faut que vous mettiez les usines aux États-Unis. Oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'il fait. Il y a déjà pas mal de gens qui ont dit qu'ils allaient faire des usines aux États-Unis qui les montent. Et il dit, et en attendant, je vais vous mettre des droits de douane sur ce que vous importez aux États-Unis. Alors, ce qui m'amène à une deuxième question qui est intéressante. Qui exporte aux États-Unis vraiment ? Vous savez, c'est toujours la loi de Pareto, 80%. Hein. Donc vous avez 80% des exportations, des importations américaines qui viennent du Canada, du Mexique ou de Chine. On l'a fait simple. Hein. Canada, Mexique, leur monnaie ont baissé de 10% et on leur a mis que 10% de droits de douane. Donc ça change rien. Encore une fois, dans la même idée de Fortress America, pour l'instant, il a fait, alors à sa façon, c'est-à-dire devenez le nouvel État américain, dit-il aux Canadiens, et ainsi de suite. Mais je pense que dans son idée aussi, c'est que ça inclut le Mexique et de faire son côté du monde. Son côté, vous regardez, protégé par 2 immenses océans. Comme ça lui permet. Et personne ne viendra attaquer les États-Unis. Si les États-Unis cessent d'attaquer le reste du monde, on peut penser qu'on va leur foutre la peau au milieu, là. Et pourquoi il est tellement dithyrambique sur le Groenland ? Parce que le Groenland, tu regardes, c'est amusant. J'ai regardé justement, et effectivement, ça a l'ouverture vers le haut. Tu regardes une carte, non pas centrée sur... Oui, une plate. Mais du haut comme ça. Et tu vois que c'est par le Groenland que tu contrôles toute la mer, toutes les mers qui sont au nord de la Russie, tu sais, où il y a les brises-glaces, etc. Oui, parce que ça fait comme ça. Ça sort juste là. Donc si tu veux contrôler les sous-marins qui sortent tirés par là, tu as besoin d'avoir le Groenland, quoi. Enfin, dit-il. Ouais. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un joueur de Bonto, donc il parle du Groenland, parce que pendant ce temps-là... Les journalistes parlent du Groenland, donc lui, il fait autre chose de l'autre côté, quoi. C'est pas impossible non plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il les occupe. Hein. Il les occupe. Ça, les journalistes... Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, il se pose le problème des exportations chinoises, qui sont quand même très importantes pour des groupes comme Walmart. Oui. C'est-à-dire beaucoup des choses que vend Walmart. Et alors, il est en train de négocier avec des pays comme l'Inde ou le Vietnam pour abaisser... Parce que vous avez, mettons, 3 groupes de pays maintenant qui réagissent à ça. Il y a ceux qui disent on veut discuter, c'est-à-dire... on a vu, Taïwan est arrivé tout de suite en disant nous, on va faire des conducteurs aux États-Unis, pas de problème. Mais l'Indochine, enfin le Vietnam aussi. Donc il y a ceux qui disent non, mais on va trouver une solution, on va baisser les droits de douane sur les produits que vous ne produisez pas, etc. Donc ceux-là, ils vont amener des importations aux États-Unis. Et puis on leur collera des droits de douane dessus, ce qui est une façon de financer.
Il y a ceux qui disent nous on change rien et on vous emmerde, c'est la Chine. C'est la Chine, elle l'a dit assez clairement. Assez clairement. Donc là, ça va pas. Donc il va falloir. Alors après, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Parce que les deux, ils font les matadors, là. Mais je ne suis pas du tout persuadée qu'à la fin, ils ne trouvent pas un modus vivendi. Le modus vivendi, ça peut être que les entreprises chinoises au Vietnam exportent vers les États-Unis, tu vois. Oui, voilà. Parce que pour l'instant, la Chine dit, puisque c'est comme ça, on double. Non, c'est moi qui double. Non, contre Kems. C'est la cour de création. C'est celui qui pissera le plus loin. Mais voilà. Ça, c'est... Donc, il y a les gens qui sont contre, enfin, qui disent, nous, on bouge rien et on se laissera pas avoir. Et puis, vous avez les gars qui disent, on réfléchit. L'Europe, par exemple, pour l'instant, ils ne savent pas trop quoi faire. Hier, Van der Leyen est arrivé en disant... Faire des ripostes pour des ripostes, c'est un peu enfantin. On va quand même... Alors bon, évidemment, tu vois, Barrot et tout ça, qui sont passés en disant il faut absolument qu'on machin, qu'on tape. Oui, mais enfin, avec quoi Avec quoi, c'est la question. Mais en fait, je pense qu'ils vont rien faire du tout. Les Américains d'Europe, allez, qu'est-ce qu'ils apportent ? Eh ben, ils importent des bagnoles d'Allemagne, quoi. Ouais. Voilà, et donc, Mercedes... des très grosses usines, paraît-il, à côté d'Alabama, dans l'Alabama, et je crois que BMW a de très grosses usines du côté d'Atlanta. Ils vont doubler ou tripler leurs usines et ils vont le faire partir de là-bas, quoi. Après, si c'est fait localement, il n'y a pas de... Mais par contre, s'ils importent les moteurs, par exemple, à ce moment-là, les moteurs, ils prendront 25 ou 50% de... Donc ça va être difficile pour ces gens-là, parce que ce qu'ils faisaient, c'était un peu des usines de montage. Ils faisaient les moteurs là-bas, puis les pare-chocs, et puis ils les amenaient aux États-Unis, ils les montaient, ils mettaient Made in America. Oui, comme, je sais pas, comme les chaussures Repetto, en fait, tout est fait au Maroc, et puis au dernier moment, ils mettent les cordons et ils disent Made in France. Comme voilà, c'est exactement la même chose. Donc ça va être difficile. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que donc, derrière tout ça, il y a un immense changement des États-Unis qui reconnaissent qu'ils deviennent un pays comme un autre. C'est-à-dire qu'autrefois, comment ça marchait les États-Unis ? Tu vendais une bagnole aux États-Unis, ils te donnaient un billet vert, et avec ce billet vert, tu allais acheter ton pétrole. Tu vois, c'était... Et pour faire une bagnole que tu enverrais aux États-Unis, ce qui était un peu couillon, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les États-Unis se rendent compte que, on le voit pour le pétrole par exemple, le billet vert, ça n'a plus de monopole pour acheter le pétrole. Tu peux acheter ton pétrole avec ton propre brillet rouge ou bleu, ou ça n'a pas d'importance. Donc ça veut dire que les États-Unis se préparent à acheter les produits de l'extérieur en vendant d'autres produits. Ils perdent leur monopole de, tu sais, ce que j'appelais le privilège impérial. C'est pas moi, c'était REF d'ailleurs. Mais enfin, le privilège impérial de payer, de solder ton compte courant déficitaire avec des billets de banque. C'est comme si ta banque te dit, monsieur, vous êtes en déficit. Tu dis, c'est pas grave, je vais vous faire un chèque. Tu vois, c'était ça les États-Unis. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'ils vont plus pouvoir faire de chèques. Donc, il faut qu'ils offrent d'autres produits. Donc, c'est un changement total dans le financement du commerce international et tout et tout. Et ce que j'essaie de dire aux gens, c'est il faut que vous vendiez dans vos portefeuilles toutes les valeurs qui dépendent de l'Empire. Oui, mais alors, on a déjà tous, comme concept. On a tous, alors, en imaginant qu'on ait tous bien compris le concept d'empire et le concept de nation, on va partir du principe qu'on l'a tous bien compris. Comment, quand je vois une action, est-ce que, parce que c'est très subjectif, comment je... Moi, pour moi, les valeurs de l'empire, je veux te dire, tu regardes le bilan et tu vois combien d'impôts ils ont payé. S'ils ont payé moins de 10% d'impôts, c'est qu'ils ont optimisé l'empire. Donc, normalement, une société industrielle, ça doit payer 20, 25, 30% d'impôts. Si elle paye de 0 à 10, tu la vends. C'est que ça fait partie de ces... Donc, il y a qu'un truc à regarder. Il y avait une blague sur Internet, elle est assez vraie. C'était, en réalité, M. Trump a pris toutes ses décisions en fonction du portefeuille boursier de Mme Pelosi. Donc, tout ce que Mme Pelosi a dans son portefeuille, vous les vendez. C'est pas faux. C'est pas complètement idiot. C'est pas complètement faux. Donc voilà. Et alors maintenant, vous dites, donc il va y avoir une redistribution des cartes dans le domaine du commerce extérieur. Et alors, vous vous rendez bien compte que ce qui va se développer comme une fusée... Alors aujourd'hui, prenez la Chine. On se dit, c'est épouvantable, la Chine. Les exportations américaines représentent 14% des exportations
chinoises, des exportations vers les États-Unis, alors que c'était 25 ou 30 il y a 10 ou 15 ans. Donc ça veut dire qu'ils n'en ont rien à cirer. Tu vois ce que je veux dire ? Eux, ils n'ont pas besoin, s'ils ne vendent pas aux États-Unis, ils vont vendre à la Malaisie, surtout avec le développement de la zone blanche, qu'on appelait le Valérie Pieris Circle, le machin. Donc là, il va y avoir... Donc les Chinois, les Américains sont plus embêtés parce que beaucoup des exportations chinoises allaient vers les produits pas trop chers qui étaient vendus chez Walmart. Donc là, ça peut créer un peu d'inflation. Mais si le pétrole est passé de 70 à 60, les gens paieront moins pour leur litre d'essence et ils paieront un peu plus pour leur feu d'artifice. Le 31 janvier, mais enfin, c'est pas grave ça, le 31 décembre. Donc, il va y avoir un réalignement. Avec cette immense croissance en Asie dont on a souvent parlé. Et alors, vous cherchez à savoir qui vont être les gagnants. Vous savez qui sont les perdants, c'est les 5 valeurs qui sont là-bas. Bon. Vous savez qui vont être les perdants ? Ben, vous avez toute une série de valeurs dont on a souvent parlé ici. Par exemple, les grandes valeurs industrielles françaises. Air Liquide, Schneider et tous ces trucs-là. L'Oréal, tout ce que vous voulez. Qui, elles, sont déjà aux États-Unis, produisant déjà aux États-Unis. Donc, du coup, elles vont être protégées par les tarifs. Oui. Elles vont être du bon côté des tarifs, si j'ose dire. Les gens qui leur faisaient concurrence en important de l'extérieur, ben, ils vont plus être concurrentiels. Donc, ça veut dire que et si la Chine fait la même chose, et si l'Inde fait la même chose, ben ça veut dire que c'est très intéressant. Ces valeurs sont idéalement placées pour jouer un monde de retour aux nations. Parce qu'elles étaient quelque part en défaveur, ne faisant pas partie de l'Empire, mais comme l'Empire disparaît, elles vont gagner. Donc il va y avoir des valeurs nationales qui vont émerger en Inde, etc. Mais on a déjà un certain nombre de grandes valeurs internationales dont on sait que c'est elles qui vont emporter le... Donc pour toi... parce que là, tu viens de parler de potentielles valeurs qui se développeraient en Inde, donc en Chine, et ainsi de suite. Le fait, par exemple, nous, dans notre portefeuille, qu'on ait des ETF chinois, et que ça n'est pas grave que les États-Unis mettent des droits de douane aussi élevés sur nos ETF futurs chinois. Parce que c'est-à-dire la croissance chinoise ne va pas être impactée pour toi. Non, ça fait que, si je veux dire, il y a les exportations vers les États-Unis qui vont baisser. Mais les exportations vers la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, etc., elles vont exploser parce que du coup, ils ont ces immenses dépôts qu'ils ont à Hong Kong de 2500 milliards de dollars qui vont pouvoir prêter à l'Indonésie pour faire des ponts, des routes et des bateaux, pour des mines de charbon. Et la Russie dans tout ça ? La Russie, alors tu regardes un petit peu, revenons à la carte que j'ai montrée souvent, tu sais, donc tu as tout le continent asiatique comme ça, qui est un immense rectangle, mais avec un triangle en bas qui est l'Inde, là, tu vois, dans le rectangle. Donc la Russie, c'est le réservoir de matières premières, et aujourd'hui, ils sont en cash flow positif. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont des comptes courants excédentaires avec le pétrole, etc. Puis tu as la Chine, qui a des comptes courants excédentaires aussi, et ô combien. Les deux pays, la Chine et la Russie, n'ont pas une très bonne démographie. Non. Ils n'ont pas de bonne démographie. Mais ils sont massivement excédentaires en ce moment. En partie parce qu'ils ont une mauvaise démographie, ils n'ont pas eu d'enfants. Parce qu'ils sont des investissements qui coûtent cher, qui amènent des importations. Bon. Et puis, tu as l'Inde, qui a une merveilleuse démographie et qui a besoin d'investissements comme pas possible. Donc, l'idée de base, c'est que la Russie, ça va être les matières premières et l'excédent d'épargne. La Chine, les matières premières, l'excédent d'épargne et la connaissance des infrastructures. Et les deux devraient se mettre d'accord pour aider l'Inde, puisqu'ils ont le travail que les deux autres n'ont plus. Donc, en principe, si tu veux, tu te dis, comme on dit en anglais, it's a marriage made in heaven, c'est un truc qui devrait marcher. Donc, le triangle du futur, c'est cet immense Moscou, Pékin, Delhi. Et le centre financier, ça sera Hong Kong, parce que ce développement ne peut pas se passer par le dollar pour des raisons géopolitiques. Tu vois, donc ça ne passera pas par le dollar, ça ne peut pas passer par Wall Street. Et tu penses que Trump a conscience de tout ça quand lui prend cette décision de retour à l'État-nation, justement ? Ah oui, complètement. Il est entouré de gars qui sont loin d'être bêtes. Le ministre des Finances, Bessette, on le connaît bien. Il lit tout ce qu'on écrit. Donc, je sais pas, en tout cas, lui, s'il dit ce qu'on fait, il est au courant, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent que la Chine n'est pas assez mûre pour tenir sa consommation interne.
Donc sa croissance interne. Oui, mais c'est encore une fois, c'est un peu des bêtises parce que il y a beaucoup de produits qui baissent en Chine de prix. Donc, on te dit la consommation reste à 100. Mais si les prix ont baissé de 2, elle est en fait en volume à 102. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prix qui baissent en Chine, le prix de l'énergie, etc. Et je crois que c'est mal attrapé dans les indices. Donc, en fait, la croissance en volume est plus forte qu'indiqué que si tu prends simplement les prix. C'est-à-dire que nous, en Europe, on a l'habitude de s'enrichir parce que nos salaires montent plus vite que l'inflation. Enfin, s'enrichir, tout est relatif. Tout est relatif, mais enfin, c'est pas le cas depuis un petit moment d'ailleurs en France, mais enfin, ça a été le cas pendant longtemps. En Chine, ils sont plutôt dans un scénario du 19e où les salaires restent constants et les prix baissent. Donc, ton niveau de vie monte sans quand tu t'en rendes compte. On a eu ça dans une certaine mesure quand tu regardes les prix indexés de l'INCE, c'est-à-dire que ce que représentait un téléviseur pour un ménage, à l'époque, c'était 3 mois de salaire. Or, aujourd'hui, un téléviseur ne représente plus 3 mois de salaire. Parce que voilà, et tous les prix de petites choses comme ça... Mais regarde l'énergie, par exemple, l'endroit où ils font les bagnoles aux États-Unis, c'est Louis qui a fait ce calcul, c'est qu'il y a 3-4 ans, si tu veux, un ouvrier, il devait travailler 3 ans pour pouvoir acheter la voiture qu'il faisait. Et les prix de l'énergie ont tellement baissé avec les panneaux voltaïques, avec tout ce qu'ils ont mis, etc. Ça a énormément baissé. Et aujourd'hui, je crois qu'en 6 mois, ils s'achètent une voiture. Mais le prix de la voiture n'a pas baissé. C'est le prix de tous les composants qui rentraient dans la voiture qui ont fait baisser terriblement. Et donc, aujourd'hui, s'acheter une voiture en Chine, c'est plus exceptionnel. Tout le monde achète une voiture. Donc, c'est là où le problème des indices des prix est embêtant. C'est que, quelque part, si par exemple, l'énergie baisse, le prix de la bouffe baisse et les loyers baissent, ben les pauvres s'enrichissent beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Alors, revenons 5 minutes sur la situation aux États-Unis, parce que beaucoup de gens, donc, on aura compris, je pense, à ce stade, qu'on n'est pas du tout dans une crise de 29, on n'est pas du tout dans un scénario de récession. Qu'en est-il de l'inflation? Ben là, il peut y avoir, ça va être intéressant, parce qu'il faut faire, encore une fois, il va falloir revenir à la différence entre l'inflation et la hausse des prix. Oui. Alors, si Trump réussit à faire baisser beaucoup les dépenses inutiles en réduisant énormément tout ce qui est fraude et en mettant des tarifs qui font rentrer du pognon, comme l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas, il n'y aura pas d'inflation. Mais par contre, il faudra peut-être remplacer les produits qui arrivent de la Chine et il pourrait y avoir des hausses de prix localisées. Oui, parce qu'il y a une sorte de cycle du cochon sur parce qu'il faudra remplacer par d'autres. Donc il y aura des trucs qui se passeront. Donc tu pourrais avoir une hausse des prix, mais si la politique monétaire et la politique budgétaire restent comme devraient l'être sérieuses, à ce moment-là, ce sera des hausses de prix qui seront compensées par des baisses de prix ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc globalement, le portefeuille de la ménagère... Voilà. Tu verras le New York Times expliquer que le prix de la banane est monté de façon extraordinaire et que c'est un scandale et que ça amène tout. Mais le prix des oranges aura baissé, donc l'un dans l'autre, votre salade de fruits, ça ira. Ça ira. Et donc c'est ça la question, c'est que les gens confondent hausse des prix et inflation. Ouais. Inflation, c'est la hausse de la masse monétaire. On a eu une inflation délirante pendant Biden. Ça a été incroyable. Et là, tu ne penses pas que M. Powell donc nous... M. Powell... he's stuck between a rock and a hard place. Il va rien faire, lui. On attend de lui des choses sur les taux. Peut-être il va baisser les taux, mais pourquoi baisser les taux puisqu'ils sont déjà à 4, si tu veux. Ils étaient à 4, 4,01, oui. C'est... La hausse normalement, les taux longs, c'est la règle d'or de Maurice Allais. Non, c'était pas Alphonse, c'était Maurice. Alphonse Allais, je suis bête. C'est Maurice Allais, oui, c'était l'économiste, c'était pas le plaisantin. C'est moi à chaque fois qui te met dedans avec Alphonse. Avec Alphonse Allais, c'est ça. Donc, là, de Maurice Allais, la règle d'or, c'est que les taux longs doivent être sur la croissance du PIB nominal. Donc le PIB nominal, mettons l'inflation est à 2, allez, la croissance est à 2,5, donc les taux longs devraient être à 4,5, ils sont à 4 pendant la crise là.
je vais pas en parler, quoi. Je veux dire, c'est dans l'erreur d'estimation, si tu veux. Il faudrait pas qu'ils aillent à 6, mais tant qu'ils restent entre 4,5 et 5, il se passe rien. Moi, j'aime bien que l'argent soit cher parce que ça évite qu'il soit gaspillé. Oui, bien sûr. Et ça évite la mauvaise allocation du capital. 4, c'est pas spécialement cher en plus. On a vu bien pire. C'est pas spécialement cher, on a vu pire, mais au moins, c'est pas idiot. C'est pas des taux négatifs, etc. C'est pas des taux négatifs, c'est des taux réalistes, donc, sachant qu'un qu'est-ce que ça veut dire pour le dollar? Ça veut dire que il a plutôt baissé, etc. Et puis il y en a beaucoup qui tournent dont on n'a pas vraiment besoin, donc il va peut-être continuer à baisser, mais il y a peut-être un moment où il va falloir le regarder pour le racheter. Moi, je suis pas baissier de long terme sur le dollar, surtout par rapport à l'euro. Par exemple, l'euro à 1,10 ou à 1,12. Je trouve ça complètement idiot pour l'euro, quoi. Ça me paraît complètement idiot. Donc si les gens veulent sortir aujourd'hui de l'euro pour aller vers le dollar, c'est probablement idiot à court terme, mais c'est peut-être pas idiot à moyen terme, quand même. Mais enfin, je préfère qu'ils aillent plutôt en renminbi. Donc voilà, donc on voit bien le monde, les grandes nouveautés, c'est quoi? C'est que le centre du monde financier, ça va passer de Wall Street à Hong Kong, que les États-Unis vont sortir du monde pour faire cette espèce d'énorme forteresse américaine, que tout le développement qu'on appelle ricardien dans notre jargon, c'est-à-dire le networking de tout le monde qui commence à faire du commerce avec les autres, ça va se passer dans ce qu'on appelle le cercle autour de Hong Kong, qu'on appelle Valérie Pierry. Je ne sais pas pourquoi, c'est probablement la dame qui l'a dessiné comme ça, mais enfin c'est le cercle de Valérie Pierry qui est autour de Hong Kong, 3000 km autour de Hong Kong. Et que quelque part, on peut-être, si vous voulez jouer cette croissance ricardienne, vous pouvez la jouer par des valeurs françaises, vous pouvez essayer de la jouer par des indices comme on fait dans l'université de l'épargne. C'est la même idée, quoi. C'est pareil. Ce que j'ai dit chez CNews, c'est quand on m'a posé la question, j'ai dit c'est un monde qui est extraordinairement favorable aux valeurs françaises. Mais dont le gouvernement français a réussi à exclure la majorité de la population. Donc c'est quand même un peu crétin. Tu te dis, on a un monde qui nous serait... Alors attention, quand Charles dit les valeurs françaises, c'est-à-dire que nous disposons encore d'un appareil industriel formidable. Pourquoi ? Parce que ces sociétés ont fait le constat il y a 20 ans qu'il fallait qu'elles développent des produits en dehors de la France. Donc elles ont des usines, elles ont partout dans le monde. Elles jouent ce faisant la croissance mondiale et elles n'ont pas pris le risque du développement juridique et quelque part politique de la France. Donc encore une fois, des sociétés comme Schneider ou mais regardez, prenez Total, en dehors de France. Que je regarde comme ça un petit peu du coin de l'œil parce que c'est une société toujours intéressante. Puis elle est l'énergie. C'est que Total, ils ont réussi pendant que le gouvernement français forçait tout le monde à vendre leurs actifs en Russie. Eux, je ne sais pas comment ils sont débrouillés. Ils ont dû donner des arguments importants, mais ils ont gardé leurs actifs en Russie. Et du coup, maintenant, vous avez un immense pipeline qui descend de la Sibérie et qui va directement en Chine. Donc, vous achetez Total et vous avez accès à cet immense développement qui va être extraordinairement rentable dans les années qui viennent. Donc, on a quand même des sociétés qui sont gérées par des gars qui sont extraordinairement compétents. Ce qui fait une différence avec notre État. Donc, vous pouvez, en tant que Français, si vous avez une fibre patriotique, identifier 7, 8 ou 10 de ces sociétés et les acheter. Et le monde qui se dessine est extraordinairement favorable à ces 7 ou 10 sociétés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un monde où elles vont se nager comme des canards dans l'eau, quoi. Et elles n'auront plus la concurrence de ces sociétés plateformes là, américaines qui maintenant vont devoir payer des impôts comme tout le monde, quoi. Alors, pour revenir sur ces sociétés plateformes américaines donc, qui ont tenu quelque part une certaine spéculation sur les marchés depuis 2-3 ans, est-ce que tu penses que par accessoire, c'est aussi la mort de la gestion par les indices ? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que comme... mathématiquement, comme elles sont beaucoup montées, elles représentaient une part très importante des indices. Donc le bear market dans ces sociétés va entraîner un bear market dans les indices qui n'est pas un vrai bear market, qui est un bear market de construction des indices. Alors je surveille par exemple toujours le Standard & Poor's 500, qui est donc, en prenant la capitalisation boursière donc la vraie valeur de marché,
Et puis il y en a un autre qui s'appelle le 530, qui est les mêmes 500 valeurs, mais où chacune des valeurs représente un 500e. Et c'est très intéressant parce que depuis 4-5 ans, le 500, c'est beaucoup mieux que le 530, et maintenant on vient de casser la moyenne mobile à 12 mois. Le 530 commence à faire mieux que les... Donc si vous voulez jouer les États-Unis, dans vos portefeuilles, il vaut beaucoup mieux avoir le 530 que le 500. Désormais. Ça me paraît... Première réflexion. Alors, ça laisse maintenant aussi, il y a un autre truc, c'est que bon, le yen, dans cette histoire, tu peux pas réindustrialiser les États-Unis si le yen est 2 ou 3 écarts type sous-évalué. Si tu veux faire des bagnoles aux États-Unis, aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher d'acheter une Lexus que de la faire aux États-Unis. Donc, il faut que M. Bessent va expliquer aux Japonais que ça va bien, ils ont déconné pour moi. On attend, on est tous mais sur en même les... temps, il n'a pas baissé. Oui. Il a bien fait son boulot, puisque maintenant, avec le yen, je peux acheter beaucoup plus d'Exxon que je ne le faisais il y a... Oui, mais c'est parce que Exxon s'est pris une tôle aussi. Non, mais c'est pour ça que le rebalancement, ça marche. Oui. C'est que... Et puis il y a l'or aussi, où tu vas pouvoir... Alors j'aimerais... Après, on en parle de l'or. Parce qu'il y a un moment où l'or, il va devoir servir maintenant. Puisqu'il est monté de 18% depuis qu'on l'a acheté, ou je ne sais plus qu'on a commencé les portefeuilles, tu prends ces 18% et tu vas racheter des Exxon. Et donc tu vas te retrouver dans ton portefeuille. Ça c'est tu rebalances. Mais ma question, c'était, je voulais te poser la question de l'or, parce que je me souviens, je n'ai pas le graphique, là je ne l'ai pas sorti, mais tu avais fait une sorte de moyenne mobile, justement de l'or, pour essayer de déterminer quand est-ce qu'il est cassé par rapport au S&P. Là, il n'a pas cassé pour l'instant, ça va, il n'y a pas de... Non, mais ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant avec l'or, c'est que ça garde sa valeur. Et donc... là, il est bien monté, c'est-à-dire qu'il est monté. Et puis les autres, dans ton portefeuille, tu as 50% d'actions qui vont te donner la performance à long terme. Et puis 50% de trucs qui sont censés garder leur valeur. Oui. Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que la partie « je garde ma valeur » est restée bien tranquille, elle est montée. Puis la partie action, tu as ramassé une gamelle comme ça arrive de temps en temps. Donc ça veut dire qu'en vendant une partie de là-haut, tu peux racheter beaucoup plus en pouvoir économique d'actions. Donc tu vas faire monter ton action simplement parce que tu vas prendre une partie des soi-disant gains que tu as fait là-haut pour les mettre en action. Donc c'est comme ça que le portefeuille rebalancé fait mieux que le autre sur le long terme, parce que quand les actions se pètent la gueule, tu as tes réserves de cash qui ne servaient pas à grand-chose, tu les remets dedans et hop, tu ramènes à la moyenne. Mais tu sais que moi j'ai eu beaucoup de messages de gens de l'université de l'Espagne, n'importe quoi, de l'épargne, qui... On ne fait pas d'espagnol. On fait pas excusez-moi, c'est parce que on a une maison qui s'appelle la Tour d'Espagne, donc c'est pour ça. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qui me disait oui, mais les valeurs pétrolières baissent, il faut que je vende tout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ils avaient très peur, les gens. Mais il faut qu'ils en rachètent. Il faut partir du principe que sur le long terme, tu regardes depuis 100 ans, les valeurs pétrolières ont fait comme l'indice boursier. Donc, de temps en temps, elles s'est déjà... Aujourd'hui, il y a 3 réserves d'énergie. Donc, tu as... l'or, qui est la réserve d'énergie du passé, quoi, etc. Bon, ça c'est les fournisseurs d'énergie. L'or, c'est de l'énergie que tu as mis en petite boîte, que tu peux faire sortir tout de suite en rachetant de l'énergie dans le marché. Tu as les utilisateurs d'énergie qui sont le Standard & Poor's 500. Et puis tu as ceux qui font de l'énergie au jour le jour, qui sont les valeurs pétrolières. Bon, aujourd'hui, l'or et le Standard & Poor's 500, jusqu'à tout récemment, ils étaient tout là-haut tous les deux. Et puis ceux qui vendaient de l'énergie, ils étaient tout en bas. Donc, et tu reviens toujours, elles reviennent toujours les 3, parce que c'est la même chose que tu mesures, elles reviennent toujours au même niveau, c'est-à-dire qu'une fois tous les 10, 15, 20 ans, les 3 sont au même temps. Moi, c'est un machin qui s'écarte aujourd'hui. L'écart entre l'énergie et les deux autres, c'est la production d'énergie aujourd'hui et les deux autres, c'est monstrueux. Donc, je me dis, bon, là, sauf si c'est couillon de chinois, si je peux me permettre, je ne devrais pas dire des gros mots, mais si c'est chinois, nous inventent la fusion. Si c'est de la fusion nucléaire, parce qu'à ce moment-là, c'est de l'énergie infinie et gratuite. Alors là, évidemment, Exxon, il est mal parti. Enfin, ça me paraît pas imminent, mais non, c'est le vrai danger, quoi. Mais ils travaillent dessus, hein. Oui, bien sûr, et qu'il y a un changement, qu'on passe... S'il y a d'un seul coup une destruction créatrice dans le domaine de l'énergie... Oui, mais ça, c'est les fabricants de chandelles. Quand ça arrive, là, on est en plein darwinisme économique, et quand ça arrive, il y a une rupture. Mais à ce moment-là, on peut penser que Mais on ne peut pas l'anticiper plus que ça. Non, mais on peut penser à ce moment-là que les valeurs chinoises passeront au travers du toit. Oui.
Donc, de toute façon, dans notre Brown, on est... on sera à peu près protégé. Bon, on perdra sur les valeurs pétrolières. Mais on gagnera sur le yen. Cela dit, le temps que les mondes se croisent, il y a quand même encore des chevaux non, c'est ça. Parce que quand on regarde l'énergie, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de champ, il n'y a pas de transformation énergétique. Les anciens systèmes de production d'énergie restent toujours. Par exemple, les gens brûlent encore du bois. Tu vois, et puis on a mis en dessus le charbon, les gens ils brûlent toujours du charbon, puis on a mis le pétrole, puis on a mis le gaz, puis on a mis le nucléaire, mais les autres ils sont toujours là, quoi. Donc ça ne veut pas dire que qu'ils disparaissent, ça veut dire que c'est... donc c'est... en d'autres termes, pour essayer d'expliquer tout ce qui se passe, c'est qu'on a un peu comme une dérive des continents. On a une espèce de mouvement des plaques tectoniques avec l'Asie qui émerge, qui va émerger financièrement, etc., de façon indépendante. Les États-Unis qui se replient sur eux-mêmes parce que c'est à peu près la seule chose qu'ils peuvent faire en ce moment. Et puis l'Europe. Et on a un gros problème en Europe, c'est que, comme c'était une colonie américaine, ils avaient mis des dirigeants partout qui étaient des gars... de la CIA. À qui on donnait des ordres et qui obéissaient. Oui, des gars de la CIA. Qui obéissaient à la CIA, etc. Et aujourd'hui, les types en Europe, ils sont là, ils disent c'est quoi les ordres? Et il y a les gars aux États-Unis qui leur disent démerdez-vous, on vous donne plus d'ordre. Alors, pire que ça, c'est que hier, j'ai vu Trump il avait la tête qui sortait de son avion, il était à moitié dans le truc, et il disait « Non, mais on en a marre de l'Europe qui a vécu sur notre dos et qui n'a pas payé le prix. 300 milliards, ce qu'il avait dit déjà à Merkel, quand il était là, il avait dit à Merkel vous me devez 300 milliards de dollars parce que je vous défends pour rien. Et Merkel avait dit mais on ne parle pas d'argent entre amis. Et Trump avait dit vous n'êtes pas mon ami. Donc déjà, il avait annoncé la couleur il y a 7-8 ans, quand Merkel était encore là. D'ailleurs, c'est là qu'elle apparaît comme bête en reculant. Mais donc, ce que j'essaie de dire, c'est que maintenant, on a au pouvoir des gens en France, et partout, qui avaient été là, placés parce qu'ils obéissaient. Mais aujourd'hui, l'Europe a de tels problèmes qu'il faut avoir... On n'a plus besoin de chacal, on a besoin de lions. Et le vrai problème, c'est que y en a quelques-uns, il y en a quelqu'un qui traîne, il y a une lionne là en Italie, il y en a un lion... Mais d'ailleurs, l'Italie et Orban ont déjà négocié avec Trump, c'est bon, ils sont hors de... Hors de truc, donc on le voit très bien. Hors de champ de bataille. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais et Trump... Mr. Macron, par contre, nowhere to be seen, et je ne sais pas ce que Mr. Macron fait du tout. Non, mais ce qui est très important là-dedans, c'est de se rendre compte que Trump ne respecte que les lions. Évidemment. Et les chacals, il ne veut pas leur parler. Ouais. Il ne veut pas leur parler. Mais il ne veut pas, c'est tout. Il les vomit. Et donc, comme on a des chacals partout, je ne sais pas très bien ce qui va se passer en Europe. Et d'abord, il faut qu'on se débarrasse de nos chacals. Ou des chacos. Ça, c'est... Mais alors, quand tu es passé sur CNews, tu as reparlé de façon spontanée de la nécessité pour nous, peut-être, France, de sortir de cette mainmise qu'est l'Union européenne actuelle. Bien sûr. Alors, beaucoup de gens, à ce moment-là, réagissent sur nos réseaux sociaux en disant, premièrement, le Brexit, tiens, si tu veux, moi, il m'en reste. Le Brexit n'a pas été un succès. Alors, j'aimerais que tu leur dises que... pourquoi. D'abord, il n'a pas été un succès. D'abord, on en discute. Mais ensuite, parce que toute la classe dirigeante anglaise qui avait été contre le Brexit a tout fait pour essayer de saboter le Brexit. Ça a été un point qui dépasse l'entendement. Et donc, en ce moment, on a Keir Starmer qui est un idiot utile, je crois qu'on peut dire. C'est un semi-habile... Un idiot inutile et dangereux. Un semi-habile d'anthologie. C'est-à-dire, on n'est pas sur le pingouin le plus glissant de la banquise. Et forcément, il ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Donc les États-Unis, l'Angleterre, elle est sortie, mais avec des efforts désespérés de toute la classe dirigeante de la ramener. Ils essayent d'organiser un deuxième référendum qui ne marchera pas. Donc, non, je pense que quand on a voté, on a voté. Surtout les Anglais. Puis, nous, en France, on votait, mais ça ne fait rien. On a fait voter les idiots utiles du Parlement et du Sénat. Hier, devraient tous être condamnés pour forfaiture,
puisqu'ils ont outrepassé... Enfin, ceux en tout cas qui étaient au moment de Lisbonne, et qui ont voté en 2006. 2006-2007, ils ont voté. On a organisé la grande messe à Versailles et tous, ils ont voté avec beaucoup de... Donc bref, tout cela, ils devraient aller en prison. Et le vrai problème qu'on a en Europe, c'est qu'on a bâti une structure qui était, dans le fond, destinée à être la structure, d'ailleurs avec l'aide des États-Unis, de transmission du pouvoir américain en Europe. Et on se retrouve aujourd'hui avec une structure où les Américains n'ont absolument pas envie de transmettre quoi que ce soit, surtout pas des ordres, pour se sentir responsable du truc. Donc on a une structure qui n'a plus de raison d'être. C'est ça le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas en sortir, il faut qu'elle disparaisse. Et qui nous coûte, par ailleurs, un pognon de dingue. Qui nous coûte un pognon de dingue, mais c'est pas tellement, c'est surtout en réglementation inutile, en imbécilité, en temps, à quoi ça sert, et surtout qui nous maintient donc sous la mainmise de l'euro, qui nous empêche d'avoir une dévaluation compétitive, qui nous empêche donc de gérer notre industrie de façon cohérente, parce que le problème aussi, on a vu que notre tissu industriel, temps après temps, allait en s'amoindrissant. On se retrouve aussi, ça ce n'est un scoop pour personne, à ne pas pouvoir gérer une immigration qui est censée être gérée par l'Europe, mais in fine n'est gérée par personne parce qu'on a des bateaux affrétés par Soros et des associations qui sont payées par les bons soins de l'Union européenne quand ce n'est pas de la France, puisqu'on verse deux fois le budget de la justice pour ces associations. Donc 32 milliards pour défendre une immigration clandestine qui arrive en France, qui est donc illégale. On fait des lois de territoire qui sont les nôtres. On a raison, on a tort, mais c'est les lois du territoire. Et elles sont contournées tout le temps. Ça n'est pas normal. Je reviens à Philippe Auguste, qui est un roi français qui a été l'un des premiers grands rois en 1200, capétien, et qui définissait la souveraineté en disant c'est des frontières, premièrement. C'est une armée pour défendre des frontières. C'est une loi unique. Et personne ne peut être au-dessus de la loi française, en France. C'est une diplomatie pour discuter avec les pays d'accueil. C'est une police pour faire réserver, pour empêcher les méchants d'être prospères. Et c'est battre monnaie pour payer tout ça. Donc ça fait 50 ans que tout l'effort des Américains et des gens à Bruxelles, ça a été de détruire ces 5 composantes de notre civilisation et de notre structure. C'est la France qui a inventé l'État-nation, c'est la France qui a inventé l'État de souveraineté. Ce qu'était que la souveraineté, et bien, ce que je dis tranquillement, c'est que si on veut que la France renaisse, eh ben, il faut qu'elle retrouve ses prérogatives souveraines. Est-ce que tu ne penses pas que dans un monde, justement, où on va commencer à avoir des antagonismes beaucoup plus grands, puisque Trump, à partir du moment où il ne va pas plus envoyer des velins à Bruxelles pour leur dire quoi faire, et qu'ils ne vont plus recevoir leurs ordres, ça va partir un peu à la valo. De sorte que des pays comme l'Italie pourraient dire, écoutez, moi finalement, parce que là, l'Italie, ils ont bien relancé leur industrie, ils ont un commerce extérieur qui est florissant, ils commencent à contrôler plus ou moins, ils sont sortis de la trappe à dette dans laquelle ils étaient, qui était vachement dangereuse. Et donc, il peut peut-être arriver un moment où ils disent, écoutez les gars, si ça vous fait rien, on va peut-être reprendre notre monnaie. On va peut-être reprendre notre monnaie et elle sera une monnaie forte. Oui, ils feront ce qu'ils veulent, mais ça sera la leur. Ça sera la leur. Et s'ils font des bêtises, M. Trump dirait, écoutez, dans ces cas-là, moi je vois... Non, mais lui, il sera des traités avec l'Italie directement. L'Espagne déjà avait dit fuck you à l'électricité. Voilà. Donc elle s'en est tirée relativement bien. L'Italie aussi. Voilà. Et il faut supprimer toutes ces espèces de trucs, comment ça s'appelle, l'ADEME ou je sais pas quoi. L'ADEME, il faut le supprimer parce que la France a un avantage concurrentiel énorme, c'est de pouvoir produire. Et il faut aussi arrêter toutes ces imbécilités de miroirs magiques et de moulins à vent. Parce que la façon dont un système électrique fonctionne quand il est sur le nucléaire, c'est que il faut qu'il fonctionne tout le temps au maximum au nucléaire. Et il faut que tu aies des usines à gaz, par exemple, que tu mets en marche tout de suite, si la demande devient plus forte, tu vois. Or, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait marcher le nucléaire en dessous de sa capacité et on vend la différence entre les deux à un prix tout à fait préférentiel aux gens qui ont des moulins à vent ou des miroirs magiques. C'est-à-dire que ça fout en l'air notre système nucléaire qui, du coup, fonctionne moins bien qu'il ne devrait et moins efficace.
Et donc, tous ces trucs qui ont été faits, ça veut dire aussi, pour être parfaitement clair, qu'il faut sortir une fois pour toutes de toutes ces conneries de réchauffement atmosphérique. Il y en a marre, il faut sortir tout ça. Ça, je pense que... Bon, pour l'instant, M. Trump fait des choses de grande personne, mais je pense que tout ce qui est... Mais lui, il le fait aussi, là, il en parle aussi, il a supprimé tout ça. Et tout ce qui est woke aussi, et tout ce qui est... mes pronoms sont IELTS, et tout ça aussi, je pense que ça, ça aura vécu. Il faut simplement faire comme Trump fait, c'est-à-dire il faut cesser de les payer, quoi. C'est-à-dire qu'il est en train de supprimer toute une série de subventions aux universités qui, d'un seul coup, redécouvrent qu'elle ferait bien de former des étudiants ingénieurs que des étudiants en sociologie qui ont bossé chez McDo, quoi. Mais il y a un vrai problème avec ça, et ça dans tous nos pays, c'est qu'il faudrait au bout d'un moment avoir une vision un peu concrète, comme la Suisse, de ce que représentent les études supérieures, et arrêter de nourrir l'idée que d'abord, ce pourcentage aussi large de la population aurait la possibilité de faire ce genre d'études en prenant des prêts étudiants qui ensuite vont vous suivre dans la vie, surtout aux États-Unis, qui coûtent, en France encore, ça ne coûte pas si cher, mais aux États-Unis, ça coûte vraiment très cher, pour faire des études de musique appliquée de l'art baroque au XIIIe siècle. Et il est certain que dans la vie de tous les jours, vous trouvez assez peu d'applications pratiques. Donc vous devenez au mieux professeur d'histoire, mais c'est pas ça qui va payer les traites Il faut fermer tous ces trucs-là, il faut fermer le ministère de la Culture, qui sert à rien. Il faut fermer toutes ces associations, hautes autorités et tout ça, qui servent à rien. Donc il y a quand même un nettoyage à faire dans les coulisses de l'État profond, il y a des tas de gens qui sont payés en soi-disant pour être artistes, mais qui n'ont jamais rien produit. Depuis que la France a un ministère de la Culture, nous n'avons plus un seul grand intellectuel. À mon avis, il y a une relation de cause à effet. Si vous payez un maximum les branlotins, il n'y a qu'à voir les films français. Il n'y a qu'à voir les films de Bernard-Henri Lévy. Non, mais encore, ça, tu pourrais te dire, OK, il y a une recherche intellectuelle, mais sans aller par là. Ils ont refait les Trois Mousquetaires avec des femmes. Avec des femmes. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas des écrivains ? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'un peu plus neuf que des adaptations d'Alexandre Dumas ? Moi, je veux bien, mais soit. Avec des nanas, et en plus... Voilà. Non, et d'ailleurs, personne ne l'a vu. Donc, voilà, il y a ce que disent les Chinois, les Indiens, les gens en Afrique, que je peux rencontrer au Moyen-Orient, ils disent quelque part, quand le mur de Berlin est tombé, vous êtes devenus fous. Vous avez cru que vous étiez capable de dominer le monde et que les trucs éternels, comme la différence entre un homme et une femme, ça n'avait plus lieu d'être, que vous pouviez choisir ce que vous étiez. Donc vous êtes parti dans un délire de surhomme, et vous en êtes là où vous êtes. On est devenu fous, c'est la tour de Babel. Principe, et aussi, quand les hommes ne croiront plus en Dieu, ils croiront en n'importe quoi. C'est ça, et on s'est mis à croire vraiment en n'importe quoi. On s'est mis à croire en n'importe quoi. Donc il y a un retour à la modestie, il y a un retour au travail bien fait, etc. Tout ça, ça va prendre du temps, mais à mon avis, on tient le bon bout. Et c'est pour ça que je suis... C'est ce que je disais, ce que j'essayais de dire chez CNews. J'ai dit, enfin, ça va redevenir intéressant. Voilà, donc si vous devez retenir une chose, on n'est pas en récession, a priori. Il n'y a pas vraiment de raison pour l'année. Mondiale, où on va tous mourir, ou voilà. Il n'est pas nécessaire de sacrifier des jeunes vierges dans des cénotes. Gardez-les. Voilà. Vous, pareil pour le sang de poulet et les sacrifices rituels. Votre portefeuille, si vous avez suivi notre portefeuille de l'Université de l'Épargne de Brown. Il a baissotté un peu. Mais enfin, il a baissoté, mais normalement, il a fait moins terriblement que les autres, ce qui est un maigre constat. Au niveau de départ, voilà, mais 100 fois sur le métier. Mais surtout, maintenant, on a des occasions d'achat très bonnes sur les trucs en dessous, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Ne vous faites pas de soucis sur les valeurs énergétiques. Encore une fois, c'est un effet parallèle, comme on vous a expliqué. Donc, on ne panique pas sur Exxon et compagnie, ça va revenir. C'est la bombe qui devait tomber sur le canon qui est tombée sur l'hôpital. C'est un coup de pas de paume. C'est ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Voilà, c'est pas sympa quand ça vous arrive, mais ce sont des choses qui arrivent dans la manutention. Voilà, c'est pour ça qu'on met des chaussures fermées. Et pour le reste, on va croiser les doigts en espérant... Alors, encore une fois, pour ce qui est du principe libéral, on est tout à fait conscient ici que mettre des droits de douane, ça n'est pas forcément libéral. Hein. On est conscient, merci de nous l'avoir dit et pointé du doigt. Monsieur Trump ne se définit pas comme un libéral, donc il fait ça. Mais encore une fois,
suivant ce que Charles et Didier vous avez expliqué, c'est-à-dire qu'on était arrivé à une telle fragilité dans le schéma d'antifragilité du système qu'on était obligé quelque part de couper dans ces systèmes pour revenir à quelque chose d'un peu cohérent pour nos économies. Voilà, en fait, si vous voulez, Trump, il est en train d'essayer de transformer les États-Unis en Suisse, qui sont libéraux, mais avec raison. C'est-à-dire ce qui est la bouffe, ce qui est la défense nationale, ce qui est l'énergie, les Suisses, ils sont pas si libéraux que ça. Maintenant, si c'est pour aller vendre des machines-outils au fin fond du Kazakhstan, là, allons-y, on se battra, c'est moi qui ferai les meilleurs. Donc, je veux dire, c'est tout à fait ça, c'est que c'est une bagarre entre la fragilité et l'antifragilité. Le système est arrivé à un état d'optimisation pour les sociétés qui était très favorable aux capitalistes et aux riches. Et maintenant, Trump est en train d'essayer de le ramener vers un système qui soit plus favorable au col bleu. Parce que, comme disait Charles, quand Ricardo a écrit, c'était « j'échange mon vin contre de la mimolette », ça n'a jamais été « j'échange mon vin contre des bouts de papier ». Donc, il arrive un moment où, quand on vous donne des bouts de papier contre la mimolette, vous dites « bah oui, mais moi, je voulais du vin » ou bon, voilà. Et tout à fait. Et donc, les Ricardo, ça se passe dans un monde où les États n'interviennent pas, n'ont pas de déficit budgétaire, ne manipulent pas les monnaies, ne manipulent pas les taux d'intérêt. Et je ne sais pas pourquoi, tant que ça manipulait les taux d'intérêt, les taux de change, les déficits budgétaires, tous les économistes qui poussent des cris aujourd'hui ne disaient pas un mot. Mais maintenant qu'on touche aux exportations elles-mêmes, ils se mettent à pousser des cris. Je ne comprends pas pourquoi. Alors qu'on ne les a pas entendus sur le fait qu'on ait bloqué les taux de change sur l'euro. Alors là, il n'y avait plus personne, ça gênait personne. Et ce qu'il y a d'assez réjouissant, et moi je me réjouis depuis quelques jours, c'est de voir tous ces gens qui eux-mêmes sont des étatistes forcenés, genre Sandrine Rousseau, aller sur les plateaux en disant « c'est dégueulasse d'avoir des droits de douane ». Je dis « mais vous êtes pour les droits de douane, vous mettez de l'écologie punitive absolument à tous les niveaux de vos schémas sociaux et des taxes punitives. Partout, on en a. Et là, tout à coup, quand M. Trump met des taxes punitives, alors là, c'est plus... Parce qu'il faut savoir, il y a la bonne taxe punitive et la mauvaise taxe punitive. Oui, la bonne taxe punitive, elle est faite par Mélenchon, et la mauvaise, elle est faite par Trump. Voilà, sachez-le. Si Trump fait quelque chose, ça peut pas être bien. Voilà, mais à part ça, tu te dis, mais vous avez aucune cohérence logique. Mais c'est la gauche, cette qualité intellectuelle remarquable que j'ai repéré il y a très longtemps, c'est qu'ils peuvent avoir deux idées contradictoires dans la tête en même temps. En même temps. Et ça ne les gêne pas. Absolument pas. C'est la différence entre la gauche et la droite, c'est que la droite, en principe, ils n'ont qu'une idée, et la gauche, elle en a deux qui sont contradictoires. Moi, je fondrais intérieurement, enfin, je sais pas, si de ne pas arriver à réconcilier des évidences, comme ça me rendrait absolument chèvre. Non, mais je te dis. On l'a vu, de toute façon, c'est les femmes qui se prétendent féministes et qui défendent le voile. Et qui défendent le voile, voilà. Donc, on sait qu'ils arrivent tout à fait à réconcilier des choses qui, pourtant, pour une personne cohérente, tu te dis, mais enfin, vous ne pouvez pas avoir cette démarche. Sans avoir une mauvaise foi chevillée au corps. Mais ça, oui, on ne peut pas être socialiste, intelligent et honnête. Il y en a 2 sur 3 toujours. Il y en a 2 sur 3 qui ne fonctionnent pas. Voilà. Bon, écoutez, j'espère qu'on vous a remis un peu de poil aux pattes dans ce monde un peu forcené qui arrive en ce moment. Mais on rentre dans la période de chaos, c'est le pied. Dans la période de liberté, ça y est, la liberté revient. Et encore une fois, ça c'est quelque chose dont Charles parle, et il en parle avec Philippe Fabry aussi. Souvent, c'est le principe des cycles économiques. Et vous avez dans votre cycle économique des périodes qui sont des périodes de plat, et vous avez des périodes où il se passe plus de choses dans ce temps que dans les 30 années avant. Et là, on est arrivé à la fin d'une sorte de cycle économique de mollesse. Et nous rentrons dans des temps incertains, mais Brave New World, quelque chose de... On va enfin redevenir libre. Donc on sera peut-être pas aussi prospère, mais on va cesser de s'ennuyer. On consommera différemment, écoute, que veux-tu ? Non, on consommera différemment, mais surtout, c'est plus comment il s'appelle, celui qui a foutu en l'air Athos, là. Breton. C'est pas monsieur Breton qui va diriger nos vies, c'est fini ça. Ouais. Lui, il faut qu'il retourne à ses étudiants d'histoire, puis c'est tout. Qui nous a expliqué aussi que c'était la plus grave récession depuis 1929, il y a 2 jours. Donc toutes les planètes sont alignées. J'ai eu lui, j'ai eu Attali. J'ai pas vu Minck encore. Mais Hariri. Ah oui, Hariri. On l'attend. Il y en a quelques-uns. Et Krugman. En combien de morceaux? Krugman, oui. Mais bon, et puis Bono.
le chanteur. À chaque fois, je sais pas, il y avait une époque où à chaque fois, il venait dire des trucs économiques et c'était parfaitement con. Voilà. Donc, voilà, il faut que vous considériez sérieusement à vous convertir au capitalisme. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura un petit peu remonté le moral dans cette période. Et n'écoutez pas les Cassandres habituels qui, la plupart du temps, ne savent pas de quoi ils parlent. Et puis, si vous avez des questions, posez-les et puis on y répondra. Voilà, merci beaucoup. Merci mille fois. À bientôt.